Donc, nous allons écouter Maître Julien Forget, qui va nous parler des conséquences fiscales de la production de photovoltaïque et d'agrivoltaïque. Merci. Alors, je vous laisse pour passer les diapos, c'est avec le bouton vert. Super. Merci. Bon, c'est parti un peu plus aride, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la fiscalité, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus complexe, on va dire. Donc j'ai effectivement essayé d'envisager les différents aspects de la fiscalité qui peuvent être impactés par cette production d'électricité. Alors je me suis placé dans le cadre de la production en vue de la revente. On a une intervention de 20 minutes, une demi-heure, donc on ne peut pas voir tous les sujets. Donc plutôt passer dans cette pratique-là, et en excluant également, je le précise après, sur évidemment la production hors particulier, puisqu'on reste ici dans la confrontation, je dirais, entreprise agricole et producteur d'énergie, voire production d'énergie par l'entreprise agricole. Alors première question qui effectivement se pose, ce sont les modalités de fiscalisation des revenus liés à la vente de l'électricité produite, donc imposition directe, à l'impôt sur le revenu, voire à l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur les sociétés, je n'ai pas fait de développement particulier, puisqu'en fait, on n'a pas de difficulté, je dirais, majeure pour appréhender la fiscalisation de ces revenus dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Une des grandes particularités par rapport à l'impôt sur le revenu, c'est qu'il n'y a pas de catégorie à l'impôt sur les sociétés. J'allais dire, c'est une grande nasse dans laquelle on vient fiscaliser l'ensemble des revenus issus de l'activité. Donc, en tant que tel, on n'a pas de difficulté majeure. Contrairement, je vais y venir juste après, à l'impôt sur le revenu, on a cette notion de catégorie d'impôt sur le revenu, et donc il faut loger chaque activité dans une case bien particulière. Simplement quand même, à l'impôt sur les sociétés, même si c'est une situation qui devrait être relativement rare, attention quand même à ce qu'on appelle les changements d'activité. Lorsqu'il y a un changement d'activité, donc ce serait l'hypothèse, a priori, encore une fois, très limitée, par exemple d'une entreprise qui exercerait une activité agricole et dont l'activité principale deviendrait l'activité de production d'énergie. En cas de changement d'activité à l'impôt sur les sociétés sous certaines conditions, eh bien, on a quand même des conséquences, et notamment la perte, par exemple, des déficits reportables antérieurs qui pourraient être définitivement perdus. Mais en dehors de ce cas, j'allais dire très particulier, à l'IS, on n'a pas de difficulté particulière. À l'impôt sur le revenu, en revanche, et ça va faire un petit peu le lien également avec les questions qui ont été abordées ce matin, fiscalement, eh bien pareil, puisqu'on a des catégories d'imposition, des cédules d'imposition à l'impôt sur le revenu, il faut déterminer dans quelle catégorie se situe le revenu issu de la vente d'électricité photovoltaïque. Pour le coup, pas de grande surprise, on est finalement dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin, puisque les revenus issus de la vente de cette électricité sont considérés comme étant des activités de nature commerciale, donc fiscalisés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par le biais de l'article 34, puisqu'on considère que ce sont des entreprises de manufacture. Il y avait un vieil arrêt qui avait été un des premiers arrêts qu'on avait retrouvé qui concernait l'énergie hydroélectrique et non pas photovoltaïque. Et c'était en fait d'ailleurs un contentieux qui portait non pas sur l'impôt sur le revenu directement, mais sur les taxes de chambre de commerce et d'industrie. On se battait déjà à l'époque savoir qui pouvait ou pas toucher les redevances. Eh bien, il avait bien été considéré que la transformation d'une énergie naturelle en énergie électrique eh bien, était une activité de type manufacture. Et donc, c'est confirmé, on rentre bien dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui est bien aujourd'hui confirmé, y compris par la doctrine. Donc là, je vous ai mis les références du BOFIP. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, c'est un arrêt assez récent, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est un arrêt qui a été rendu au regard des dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles, mais qui, indirectement ou directement, a confirmé qu'évidemment, on était sur un revenu qui devait être fiscalisé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les questions qui peuvent se poser par rapport à cette qualification de revenus imposés dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on a cette question de savoir est-ce qu'on est dans le cadre d'un BIC dit professionnel ou non professionnel, qui est défini à l'article 156 du Code général des impôts.
l'article 156 indiquant qu'un BIC est professionnel lorsqu'il y a une participation personnelle directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Or, la particularité, alors un peu caricaturale sans doute, et évidemment ça va dépendre de la taille après des installations, mais c'était un peu la première approche a priori de Bercy à l'origine, c'était de considérer en gros que dans le photovoltaïque, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que l'installation est faite, il faut relever les compteurs, nettoyer éventuellement les panneaux, et encore il y a des systèmes qui permettent de le faire. Donc a priori on avait pour certains une orientation plutôt vers les BIC dits non professionnels. La conséquence d'être en BIC non professionnel à l'impôt sur le revenu, on a notamment deux grandes conséquences. Une première conséquence au regard des déficits, puisque lorsqu'il y a des déficits réalisés sur un BIC non professionnel, ces déficits ne peuvent pas s'imputer sur d'autres revenus. Ils ne sont pas imputables, ce qu'on appelle sur le revenu global, donc ils doivent être imputés sur des seuls BIC non professionnels. Et autre impact non négligeable potentiellement, alors là on parlerait de vente ou de revente des installations, c'est en matière également de plus-value, puisque dans ce cas-là on ne peut pas bénéficier de certains dispositifs d'exonération des plus-values, notamment le dispositif de l'article 151 septies du Code général des impôts, qui est ce qu'on appelle le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises, qui impose de réaliser une activité à titre professionnel. Donc ça peut avoir ce type d'incidence. Bercy avait pris une position concernant la réalisation d'activités de production d'électricité photovoltaïque, mais par des particuliers. Et on voit que Bercy est resté sur cette idée finalement de taille des installations, mettant en avant comme critère que, en gros, si on a des installations, donc chez les particuliers, c'était plutôt le cas de petite taille, on était sur un BIC non professionnel et qu'on ne passerait dans la catégorie des BIC professionnels, ce que vous avez en bas de la diapositive, que si l'ampleur des équipements venait à requérir une participation quasi quotidienne à la production énergétique. Donc ça, c'est la position de Bercy, position qui peut, après tout, quand même être critiquée, puisque quand on prend le Code général des impôts, le Code général des impôts ne dit pas qu'il doit s'agir d'activités nécessitant une participation quotidienne, il nous dit que la personne doit participer selon ce que nécessite l'activité de manière personnelle, directe et continue. Donc c'est une qualification qui pourrait tout à fait se discuter. Mais donc on peut avoir effectivement ce premier débat par rapport à la qualification BIC pro ou non pro. A priori, lorsque la production d'électricité est réalisée par une entreprise et, semble-t-il, y compris par une entreprise qui réaliserait par ailleurs une activité agricole, les magistrats, c'est la jurisprudence. Alors, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, c'est que le bouton rouge peut-être. Je vais voir. Voilà. Le fameux arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 janvier 2022, j'y reviendrai tout à l'heure, a refusé à une société civile agricole le bénéfice justement de l'exonération des plus-values professionnelles liées à la vente de son installation photovoltaïque pour une question de durée d'activité, puisque ce dispositif impose que l'activité soit réalisée depuis au moins 5 ans. Ce qu'on peut noter, c'est que les magistrats auraient éventuellement pu balayer l'application de l'article 151 septies en disant « mais c'est un BIC de toute façon non professionnel, donc la question ne se pose pas ». Alors, ceci étant, la question n'a peut-être pas été posée par l'administration fiscale, donc les magistrats ont répondu aux questions qui leur ont été posées, mais ça peut laisser entendre qu'on est peut-être sur une qualification quand même considérée de professionnelle dès lors que c'est réalisé par une entreprise. Situation qui a été évoquée ce matin à travers différents exemples, hypothèse où c'est justement une entreprise agricole qui souhaite développer une activité de production d'électricité photovoltaïque en vue de la revente. Activité agricole, elle va être fiscalisée naturellement dans la catégorie des bénéfices agricoles et donc on a cette seconde activité qui, elle, relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Comment coexistent et comment déclarer et imposer ces différents revenus? Le principe, lorsqu'on a deux types de revenus, donc de deux catégories différentes, eh bien on doit déclarer ces revenus, les revenus agricoles selon les règles des bénéfices agricoles
et les bénéfices industriels et commerciaux selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Ce qui implique de réaliser deux déclarations, des bilans distincts, donc une certaine lourdeur effectivement potentiellement administrative. On a donc des dispositifs qui ont été prévus et qui sont codifiés dans le Code général des impôts. Alors, je suis resté dans l'hypothèse où l'activité agricole restait quand même prépondérante et qui vont permettre, sous certaines conditions, de pouvoir fiscaliser l'activité considérée comme accessoire, mais accessoire cette fois-ci au plan fiscal. Ce matin a été évoqué au plan juridique la notion d'activité accessoire, soit à travers les sociétés ou également à travers le droit civil et notamment les baux ruraux. Ici, on est bien sur une disposition fiscale qui est codifiée donc, à l'article 75 du Code général des impôts. Le principe, donc si on a une entreprise qui relève du micro-BA, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on ne pourra jamais fiscaliser ses revenus BIC à travers les bénéfices agricoles. Donc on devra déclarer un micro-BA d'un côté et un bénéfice industriel et commerciaux de l'autre, qui soit selon les règles du micro ou du réel, selon l'importance de l'activité. Ici, je me place dans l'hypothèse où on est sur des entreprises individuelles. Et sur la partie réelle, pour l'instant, je ne vais traiter que des sociétés commerciales, puisque on va retrouver un petit peu le débat qu'on a vu ce matin. Vous allez voir qu'au plan fiscal, société civile et BIC, ça pose également des difficultés. Donc pour l'instant, ici, vous voyez que les sociétés civiles n'apparaissent pas sur cette diapositive. Lorsque l'entreprise est fiscalisée dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre d'un régime réel d'imposition, et qu'elle développe cette activité accessoire BIC, par principe, à nouveau, elle doit déclarer un BA d'un côté et un BIC de l'autre, mais sous certaines conditions, l'article 75 permet à l'entreprise de fiscaliser, sous couvert des bénéfices agricoles, l'ensemble des revenus accessoires. Donc, les conditions sont rappelées rapidement ici, à savoir qu'il faut que les recettes issus des activités accessoires BIC ici, voire BNC. Attention, si on a plusieurs activités accessoires pour apprécier les seuils, il faut globaliser l'ensemble des activités accessoires. Il faut que ces recettes accessoires ne dépassent pas un certain seuil apprécié en moyenne sur 3 années, à savoir que ces recettes accessoires ne doivent pas dépasser 50% des recettes agricoles, ni aujourd'hui un seuil de 100 000 euros. Seuil qui a évolué il y a quelques années, ce n'est pas si vieux que ça. Avant, on avait justement un seuil propre aux activités photovoltaïques et éoliennes, et tout cela a été aujourd'hui regroupé au sein de l'article 75. L'idée, c'était une idée de facilité, d'éviter encore une fois d'avoir 2 déclarations de résultats distinctes à réaliser. Attention cependant, le fait de pouvoir fiscaliser ces revenus BIC en bénéfices agricoles ne déqualifie pas la nature du revenu. C'est-à-dire que ce revenu ici photovoltaïque reste par nature un revenu commercial. Et notamment, c'est là où je fais le lien à nouveau avec l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes que j'évoquais tout à l'heure. Cet arrêt, vous aviez une SCEA donc, qui réalisait une activité agricole, donc fiscalisée au titre des bénéfices agricoles depuis plus de 5 ans. Elle avait démarré une activité de production d'électricité photovoltaïque, on était sur du photovoltaïque sur toiture, activité photovoltaïque qui avait démarré par contre depuis moins de 5 ans. Et l'ensemble des revenus, y compris les revenus d'activité photovoltaïque, étaient tous déclarés et fiscalisés dans la catégorie des bénéfices agricoles à travers l'application de l'article 75 du Code général des impôts. Mais quand sont arrivées la déclaration des plus-values, puisque l'ensemble des activités agricoles et photovoltaïques ont été cédées, la société a considéré qu'elle pouvait exonérer les plus-values, puisqu'elle remplissait les conditions du fameux article 151 septies dont je vous parlais juste avant, exonération des plus-values si on exerce une activité à titre professionnel depuis au moins 5 ans, et pour faire simple, si la moyenne des recettes ne dépasse pas un certain seuil de 250 000 à 350 000 euros hors taxe. Et donc, on était dans ce cas de figure, à savoir qu'on était en dessous des fameux seuils de 250 000 euros hors taxe de recettes. Sauf que l'administration, et ça a été confirmé par les magistrats, ont dit attention,
Certes, vous avez une déclaration de l'ensemble des revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles, mais dans ces revenus, vous avez bien par nature un BA et un BIC. Et donc, ce sont deux activités distinctes. Et donc, pour apprécier les conditions de l'article 151 septies, et particulièrement la condition de durée d'activité depuis au moins 5 ans, on doit raisonner distinctement bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, la société n'a pas pu bénéficier de l'exonération des plus-values sur ces installations photovoltaïques, puisqu'elle ne justifiait pas de 5 ans d'activité sur cette installation photovoltaïque. Donc attention, l'article 75 permet uniquement, entre guillemets, l'imposition des revenus, c'est-à-dire courants de l'activité sous la catégorie des BA, mais n'emporte pas requalification du revenu en bénéfice agricole. Et donc on ne bénéficie pas de toutes les dispositions propres aux bénéfices agricoles. Également, en dehors des plus-values, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ne pas vous assommer de détails très techniques, mais attention, cette simplification apparente de pouvoir fiscaliser les revenus accessoires en bénéfices agricoles ont été très largement atténués depuis qu'on a ces nouveaux seuils de 50% et 100 000 euros. Notamment, le texte prévoit qu'en tout état de cause, les déficits issus des activités accessoires, bien que fiscalisées en BA, ne pourront jamais être déduits du revenu global. Et malheureusement, Bercy a une lecture très stricte et très fermée de ce texte, à mon avis qui est erronée et contestable, en tout cas c'est ce qu'elle écrit dans le BOFIP. Bercy considère qu'en gros, si on a un déficit sur une activité accessoire de type BIC fiscalisée en BA, en gros le déficit est perdu. C'est-à-dire qu'elle n'accepte même pas qu'on puisse l'imputer sur un revenu BA par ailleurs. Donc ça, c'est une lecture très fermée. Autre disposition limitative dans l'article 75 du Code général des impôts, c'est que dans les bénéfices agricoles, on a un certain nombre de dispositions propres à cette catégorie d'imposition qui viennent, pour faire simple, principalement essayer de limiter les impacts de la fluctuation des revenus. Donc, on a différents dispositifs. L'article 73 du Code général des impôts, ce qu'on appelle la déduction pour épargne de précaution. L'article 75.0A du Code général des impôts qui permet d'étaler sur 7 ans, sur cet exercice, le revenu exceptionnel agricole. L'abattement pour jeunes agriculteurs, donc de l'article 73B du Code général des impôts. Tous ces dispositifs-là, eh bien, ne peuvent pas s'appliquer sur la fraction de revenus issus de l'activité BIC, quand bien même on la fiscalise en BA. Ce qui fait que, sous couvert d'une simplification en fait, de déclaration des revenus dans une seule catégorie au titre des bénéfices agricoles, matériellement, si l'entreprise envisage de pratiquer une déduction pour épargne de précaution, un étalement de revenus exceptionnel, un des associés ou un exploitant veut bénéficier de l'abattement jeune agriculteur, eh bien, en fait, factuellement, il faudra décomposer le revenu pour isoler ce qui provient du bénéfice agricole réel de ce qui provient du BIC. Donc, en fait, c'est une simplification, je dirais, tout à fait relative par rapport à l'application de cet article 75. Mais en tout cas, il existe. Il existe, mais attention, lorsqu'on est en société civile. Et ça a été rappelé par Lionel Manteau ce matin, en matière agricole, on a un nombre de sociétés de forme civile encore très important. Or, il y a un principe qui est posé par le Code général des impôts, c'est que société civile plus bénéfices industriels et commerciaux égale impôt sur les sociétés. Donc attention, si on est dans une société civile jusqu'à présent à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, qu'on s'estimait très bien logé à l'impôt sur le revenu et qu'on ne souhaite pas passer dans les BIC, eh bien attention, faire rentrer du BIC dans la société risque de faire passer la société à l'impôt sur les sociétés. Alors on a quand même là également une disposition du Code général des impôts, donc qui est codifiée à l'article 206.2 du Code général des impôts, qui prévoit que lorsqu'on a une société civile dont l'activité principale entre dans le champ des bénéfices agricoles, eh bien, il est possible de ne pas passer à l'impôt sur les sociétés sous réserve que les revenus accessoires, notamment les BIC,
ne dépasse pas les fameux seuils de l'article 75 qu'on vient de voir, à savoir les fameux 50% et 100 000 euros. Mais ce qui veut dire qu'il faut être capable de piloter. Or, on voit bien qu'a priori, sur de l'activité photovoltaïque, on va être à peu près en capacité de connaître les recettes qui vont rentrer. Je ne dis pas que c'est totalement stable, enfin, on a une vision qui peut être relativement fiable. En revanche, on a le critère de 50%. Or, ce qu'on ne contrôle pas toujours, ce sont les recettes agricoles. Or, si mes recettes agricoles chutent, peut-être que mon ratio de 50% ne sera plus respecté. Et dans ce cas-là, c'est basculement de la société à l'impôt sur les sociétés, avec des conséquences fiscales très lourdes qui vont devoir être appliquées. Donc attention, encore une fois, lorsqu'on souhaite développer une activité BIC dans une société de forme civile, eh bien mesurer le risque ou non de passage à l'impôt sur les sociétés. Je ne reviens pas également sur toutes les conséquences juridiques qui ont été évoquées largement ce matin par Lionel. Au niveau de la TVA, rapidement, au niveau de la TVA, même chose, une entreprise qui réaliserait à la fois une activité agricole et une activité de production photovoltaïque, eh bien, on est dans deux régimes de TVA différents. En matière agricole, on a un régime de TVA spécifique. Je ne parle pas de taux, je parle bien de régime simplifié agricole, qui est donc propre à l'activité, pour faire simple, de production agricole. On est assez proche de la définition des bénéfices agricoles, alors que l'activité de production d'électricité photovoltaïque relève du régime général de TVA. Et donc, lorsqu'on a une entreprise qui réalise des activités qui relèvent de la TVA agricole et une activité au moins qui relève du régime général de TVA, eh bien, en principe, on doit avoir des secteurs distincts d'activité en matière de TVA. Donc là aussi, une certaine complexité administrative et technique. On retrouve, par contre, toujours cette même notion d'activité accessoire, et on va retrouver exactement les mêmes seuils que l'on vient de voir à l'impôt sur le revenu, à savoir que si les activités qui relèvent du régime général de TVA ne dépassent pas certains seuils de recettes, on retrouve les fameux 50% et 100 000 euros, eh bien, à titre pratique, on est autorisé à déclarer l'ensemble des activités sous le régime de la TVA agricole. Mais là, on voit encore une fois que c'est une tolérance et il y a des seuils ici à respecter. Mais au niveau TVA, je dirais qu'il n'y a pas d'incidence majeure. On sait à peu près traiter la coexistence de ces deux types d'activités, deux types de régimes. On voit également apparaître, que l'on soit d'ailleurs une entreprise qui réalise une activité agricole ou que l'on soit une entreprise qui réalise uniquement de l'activité de production photovoltaïque, eh bien des impôts qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en matière agricole. C'est là qu'on s'aperçoit en matière agricole, on a un certain nombre d'exonérations sur certains impôts assez importants, et notamment tout ce qui est ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, avec ces deux sous-impôts qui sont la contribution foncière des entreprises, la CFE, et j'y passerai plus rapidement, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est d'ailleurs amenée à disparaître. En matière agricole, pour nos activités agricoles, nous sommes exonérés de contribution foncière des entreprises. L'activité de production photovoltaïque, en revanche, la production d'électricité plus largement et production d'électricité photovoltaïque, est une activité qui rentre complètement dans le champ de la contribution foncière des entreprises. Et attention, le fait, si je passe en bas de la diapositive, le fait par exemple que mon entreprise réalise à la fois une activité agricole et cette activité de production d'électricité photovoltaïque, qu'à l'impôt sur le revenu, on m'est permis de fiscaliser l'ensemble des revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne me fera pas échapper à la contribution foncière des entreprises pour mon activité photovoltaïque. Donc attention, ce régime de l'article 75 n'a pas d'impact au regard de cette contribution foncière des entreprises. Et ce qui est rappelé, en revanche, l'entreprise qui par ailleurs réalise une activité agricole restera évidemment exonérée de CFE pour son activité agricole. La difficulté, et on voit que même si le photovoltaïque s'est développé depuis plusieurs années, eh bien, c'est par contre, une fois qu'on a dit que cette activité rentre dans le champ de la CFE, la difficulté, c'est de définir la base de taxation
à la contribution foncière des entreprises. Le principe défini par le Code général des impôts, c'est que rentrent dans l'assiette de la contribution foncière des entreprises les biens qui sont passibles de la taxe sur le foncier bâti, à l'exclusion de certains biens qui sont exonérés et biens dont le redevable dispose pour les besoins de la réalisation de son activité professionnelle. Vous remarquerez que, assez rapidement, le législateur a introduit dans les textes relatifs à la taxe sur le foncier bâti, dans l'article 1382, 12e, eh bien, le fait que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque étaient exonérées de la taxe sur le foncier bâti. La question qui s'est posée assez rapidement, c'est de savoir ce qu'on entendait par immobilisation destinée à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. L'administration avait jusqu'à, vous voyez, c'est très récent, c'est ça que la jurisprudence se constitue petit à petit, on commence à avoir nos réponses, jusqu'à cet arrêt du Conseil d'État du 12 décembre 2022, l'administration fiscale considérait que l'exonération visée par ce 12e de l'article 1382, en gros, ne visait que les panneaux photovoltaïques. Et ce qui veut dire que les autres immobilisations nécessaires à la réalisation de l'activité, que ce soit le transformateur, après se poser la question éventuellement des supports, et je reviendrai sur la toiture juste après par exemple, l'administration fiscale considérait que ces autres immobilisations passibles de la taxe sur le foncier bâti, eh bien, ne bénéficiaient pas de cette exonération qui était réservée uniquement aux panneaux photovoltaïques. La bonne nouvelle, le Conseil d'État vient nous dire que la société qui n'utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que les panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle des toits des bâtiments agricoles, on voit arriver la question de la toiture des bâtiments agricoles, sur lesquels reposent ces panneaux. Et ici, également dans cet arrêt, le Conseil d'État a plus largement indiqué que les constructions qui étaient nécessaires à la réalisation de l'activité, telles que les postes de transformation, de livraison et leur terrassement, devaient être considérées comme des immobilisations destinées à la production d'électricité photovoltaïque. Donc finalement, on a une fin plutôt a priori pour le moment heureuse, c'est-à-dire que, a priori, l'ensemble des immobilisations nécessaires à la production d'électricité, donc y compris ce qui est support aux panneaux, y compris les postes de transformation et y compris ce que sont les zones de terrassement, eh bien, bénéficieraient de l'exonération de la taxe de foncier bâti et donc seraient exclus de l'assiette de la contribution foncière des entreprises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui fait que globalement, alors c'est intéressant, le premier intervenant de ce matin malheureusement n'est pas resté avec nous, mais globalement, ce qui veut dire qu'on serait plutôt sur une cotisation minimale au regard de la contribution foncière des entreprises, dès lors qu'a priori on aurait une base qui serait quasiment inexistante. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous voyez, bonne nouvelle tout à fait récente, puisque le Conseil d'État s'est prononcé fin 2022. La question, justement, les contentieux étaient apparus en la matière de cette base, encore une fois, de contribution foncière des entreprises lorsqu'on avait des panneaux photovoltaïques posés sur des bâtiments agricoles. Puisque une des particularités, c'est qu'on a vu l'activité agricole elle-même est exonérée de la CFE, mais également au regard de la taxe sur le foncier bâti, les bâtiments agricoles sont exonérés de la taxe sur le foncier bâti. Donc question, comment calculer ou regarder l'assiette d'imposition de la CFE. Les magistrats, dans un premier temps, avaient pour partie donné raison à l'administration fiscale en considérant que, à minima, devait rentrer dans l'assiette de la contribution foncière des entreprises pour l'entreprise de production d'électricité photovoltaïque. Et dans les arrêts en question, ce n'était pas une entreprise agricole qui réalisait la production. On avait bien deux entités distinctes et on avait une entreprise photovoltaïque qui exploitait les toitures. Les magistrats, donc cour administrative d'appel de Bordeaux et de Nantes, avaient considéré que devait rentrer dans l'assiette de la CFE eh bien, la toiture
dès lors que la toiture était à disposition de l'entreprise de production d'électricité photovoltaïque pour poser les panneaux et pouvoir réaliser son activité. Et là, à nouveau, pareil, décision récente du Conseil d'État du 15 novembre 2022, qui a cassé les arrêts de la Cour administrative de Bordeaux et de Nantes. Alors, arrêt qui a été rendu précédemment à celui que j'évoquais juste avant. Et donc, l'arrêt de décembre 2022 vient encore conforter. Mais déjà, le Conseil d'État avait dit non. Ce qu'on doit prendre en compte pour l'assiette de la CFE, ce sont les biens nécessaires à la réalisation de la production d'électricité, et la toiture n'est pas nécessaire. Donc, pour le Conseil d'État, vient confirmer ici que dans l'assiette de la CFE, ne rentreraient finalement que les immobilisations techniques nécessaires à la production d'électricité. Or, on a vu, si je fais marche arrière, que l'arrêt du 12 décembre 2022 vient nous dire, oui, mais sauf que ces immobilisations sont exonérées de taxes sur le foncier bâti. Donc, encore une fois, a priori, on n'aurait pas de base, finalement, pour la CFE, et on serait vraisemblablement vers une cotisation minimale. Donc, sortie plutôt heureuse, et les enjeux n'étaient pas négligeables. C'est une activité commerciale qui rentre également en principe dans le champ de la CVE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Je ne développe pas davantage puisque sa suppression est programmée, et donc ça devrait s'arrêter à partir de 2024. Une cotisation par contre spécifique pour ce qu'on appelle les entreprises de réseau, ne pas oublier, donc c'est l'IFER. Donc là, qui est une redevance qui est due par les entreprises de production d'énergie, et donc évidemment le photovoltaïque est concerné par cette contribution. Alors là, c'est la taille des installations qui vient jouer, lorsque la puissance installée est supérieure ou égale à 100 kW. Et donc, on va apprécier l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées donc à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, avec donc une notion d'unité foncière unique, voire plusieurs unités foncières dès lors qu'elles sont contiguës, pour apprécier ce seuil de 100 kW. Alors, la contribution est une contribution fixée par kilowatt de puissance installée et non pas produite. Donc on est en puissance, j'allais dire, théorique sur les installations, avec, vous voyez, une différence importante selon que la centrale a été mise en service avant le 1er janvier 2021 ou postérieurement au 1er janvier 2021, puisque avant le 1er janvier 2021, on est sur une cotisation de 8,16 € par kilowatt, et en revanche, pour les installations à compter du 1er janvier 2021, on est sur une base de 3,39 €, on va dire, par kilowatt, limité à 20 ans. Au-delà des 20 ans, on repasse à 8,16 €. Sachant que c'est une contribution qui est chaque année réévaluée en fonction de l'indice de la consommation des ménages hors tabac. Donc ne pas oublier, évidemment, dans les prévisionnels, cette cotisation. Quel impact en matière également de taxes sur le foncier, que ce soit taxe sur le foncier non bâti ou taxe sur le foncier bâti? Première situation que nous avons évoquée ici, c'est l'hypothèse où on a ce que j'appellerais donc un photovoltaïque pur réalisé sur du sol. Donc on n'est pas, vous l'avez compris ici, dans l'agrivoltaïsme, ce serait une parcelle qui serait totalement recouverte de panneaux photovoltaïques sans qu'il y ait d'activité agricole en dessous. Dans ce cas-là, le terrain est considéré au regard de ces impôts comme rentrant dans la taxe sur le foncier bâti. Or, lorsqu'on est sur des terrains qui ne sont plus exploités et qui comprennent certains types d'exploitation, on est redevable non pas de la taxe sur le foncier non bâti, mais on est redevable de la taxe sur le foncier bâti. Il fait partie, alors je sors un peu du photovoltaïque, mais pour rester dans l'agricole, il y a des litiges, par exemple, dans le domaine équestre, sur les carrières, puisque l'administration fiscale cherche à les faire rentrer, par exemple, dans la taxe sur le foncier bâti, sur la base de cet article. Ces terrains sur lesquels donc, ils rentrent dans l'assiette ou dans le régime plutôt de la taxe sur le foncier bâti, par définition, sont évidemment exonérés de taxes sur le foncier non bâti. On ne peut pas être dans les deux catégories. Que se passe-t-il en revanche lorsque sur un terrain, on a
à la fois une activité agricole et une activité photovoltaïque. Et notamment, demain, avec le développement de cette fameuse nouvelle définition de l'agrivoltaïsme, on peut se poser la question, justement, selon l'importance de l'activité photovoltaïque, est-ce que les parcelles vont rester sur une nature agricole ou est-ce qu'elles vont changer de nature cadastrale, ce qui aura évidemment un impact en matière d'imposition sur la taxe sur le foncier non bâti cette fois. Vraisemblablement, vu ce qui nous a été présenté ce matin, lorsque l'on sera réellement dans de l'agrivoltaïsme tel qu'il a été défini, on peut penser que la parcelle restera dans la catégorie agricole. En revanche, lorsqu'on sera en dehors de l'agrivoltaïsme, parce que là, on ne risque pas d'avoir un changement de catégorie, et évidemment un impact en matière de taxes sur le foncier non bâti. En matière de taxes sur le foncier bâti, lorsqu'on a du photovoltaïque pur sur les terres, je l'ai évoqué tout à l'heure, le terrain rentre dans l'assiette, dans le régime de la taxe sur le foncier bâti. Quelle est l'assiette pour calculer cette imposition, sachant que, on l'a vu, le Code général des impôts prévoit que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exonérées de taxes sur le foncier bâti. Et on a vu l'arrêt du Conseil d'État qui nous a dit que la notion d'installation destinée à la production d'électricité photovoltaïque ne se limitait pas aux panneaux, mais concernait également le bâtiment du transformateur, les terrassements. Donc, est-ce qu'on n'arriverait pas à la situation que la terre serait également considérée comme étant une immobilisation destinée à la production d'électricité photovoltaïque? Là, point d'interrogation. Je pense plutôt que non, mais on verra avec les évolutions de la jurisprudence en la matière. Donc là, il y a un petit flou concernant ces situations. Mais on l'a vu avec les développements de ce matin et le renforcement également des exigences en matière de droit de l'urbanisme, on peut penser que ces situations de terres qui étaient jusqu'à présent des terres agricoles et qui seraient demain uniquement recouvertes de panneaux photovoltaïques seront quand même des situations assez limitées. Taxe sur le foncier bâti lorsque on réalise de l'activité photovoltaïque sur un bâtiment agricole. Ce que nous a dit le Code général des impôts, il y a une évolution assez rapide à ce niveau-là. Première question, lorsque c'est un bâtiment agricole, est-ce qu'on perd l'exonération de la taxe sur le foncier bâti au niveau du bâtiment agricole? Là, le législateur est très vite intervenu pour dire non. La seule réalisation d'une activité de production photovoltaïque sur un bâtiment agricole ne fait pas perdre l'exonération de la taxe sur le foncier bâti. Ça, ce qui est une très bonne chose. Et après, on l'a vu tout à l'heure, j'y reviens pas, je passe rapidement, mais on a bien vu que les installations elles-mêmes de production d'électricité photovoltaïque sont exonérées de taxes sur le foncier bâti. Donc, on n'a plus aujourd'hui de difficultés. Ça, je passe rapidement, puisque je vais traiter à travers la CFE. Pour terminer, difficile de traiter tous les sujets fiscaux, mais est-ce qu'on peut avoir des impacts en matière de droit de mutation à titre gratuit, éventuellement d'impôt sur la fortune immobilière? En matière de droit de mutation à titre gratuit ou d'impôt sur la fortune immobilière, l'assiette des impôts est basée, pour faire simple, sur la valeur vénale du bien. Une fois qu'on a dit ça, c'est, je dirais, un principe assez simple. Dans la pratique, ensuite, ça va être assez complexe. Je rejoins ce qui a été dit par Maître Laurisson juste avant. Imaginez, donation d'une terre sur laquelle on a un bail emphytéotique pour la réalisation d'une activité photovoltaïque qui est en cours, avec un niveau de redevance généralement plutôt élevé. Là, j'ai un dossier dernièrement, on est à 4 500 € de l'hectare de redevance prévue dans le cadre du bail emphytéotique sur 20 ans. Quelle est la valeur de la terre ou du droit du bailleur lorsque je vais donner ou en cas de succession, comment je prends en compte effectivement l'existence de ce bail emphytéotique? Vraisemblablement, vu les niveaux de redevance, et même si, c'est là toute l'ambiguïté, logiquement et notamment dans l'agrivoltaïsme, à l'échéance du contrat, je suis censé retrouver une terre agricole. Mais entre les deux, j'ai quand même 20 ans de redevances qui vont être perçues. Et donc je vois mal qu'on ne puisse pas prendre en compte ces redevances
dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Donc, pour le dire autrement, lorsqu'on va donner une terre sur laquelle il y a un contrat de bail emphytéotique avec ce type de redevance, eh bien, il faudra vraisemblablement valoriser cette redevance par le calcul des flux financiers, donc réactualisés. Donc attention, ça va être une vraie difficulté. Je pense que là-dessus, on n'est pas à l'abri d'avoir certains contentieux en la matière. Également, si on reste sur les dispositifs propres à l'agricole, on sait tous qu'on a des dispositifs d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lorsqu'on a des immeubles agricoles qui sont loués par bail rural à long terme. Or, ça a été parfaitement expliqué tout à l'heure, là, ce qui est prévu, c'est que lorsqu'on va mettre du photovoltaïque, et y compris de l'agrivoltaïque, ce sont des baux emphytéotiques qui vont être conclus par le propriétaire. Et donc, on ne pourra pas bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. Et de mon point de vue, quand bien même l'entreprise qui réalise l'activité photovoltaïque, donc qui est bénéficiaire du bail emphytéotique, elle-même va sous-louer par le biais d'un bail rural. Il n'empêche que ce n'est pas le propriétaire qui a conclu un bail rural à long terme. Alors quand on est sur la donation, par exemple, de parcelles, bon, ben voilà, on sait qu'on a perdu l'exonération sur cette parcelle. Bon, ça, c'est un calcul à faire. En revanche, lorsqu'on est sur des parts de GFA, là, attention, la sanction, c'est la perte du bénéfice de cette exonération sur la totalité du parc du GFA. Quand bien même l'ensemble des immeubles détenus par le GFA ne sont pas forcément tous loués par bail emphytéotique. Mais le principe posé par le Code rural, c'est que dans un par le Code général des impôts, dans un bail rural, pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit au titre des parts de GFA, l'ensemble des immeubles à destination agricole doivent tous être loués par bail rural à long terme. Le bail emphytéotique ne faisant pas partie des baux ruraux à long terme. Donc là, ça rejoint un peu les remarques de ce matin. Est-ce qu'il va falloir sortir les parcelles du GFA ? Voilà, en tout cas, on ne pourra pas rentrer dans ce type de dispositif fiscal de faveur. Donc ça aussi, c'est évidemment à prendre en compte. Et pour terminer, juste un petit exemple également pour montrer la difficulté d'appréhension de ces contrats qui pourtant sont très anciens, comme ça a été rappelé par Maître Laurisson tout à l'heure, bail emphytéotique ou bail à construction. On a vu un dossier l'année dernière où vous aviez un GAEC qui s'était vu consentir un bail emphytéotique par les propriétaires, bien évidemment les propriétaires n'étant autres que les associés du GAEC. Le bail emphytéotique imposait la construction d'un bâtiment et imposait que le bâtiment soit consacré à une activité agricole. Pour le dire autrement, c'était tout sauf un bail emphytéotique. A priori, on était plutôt dans un bail à construction. Il n'empêche que le contrat tel qu'il a été signé, c'était un bail emphytéotique. Bon, première petite anecdote. Le GAEC a construit le bâtiment. On était à 8 ans de la fin du bail emphytéotique et le GAEC a été contacté par une société photovoltaïque qui a été intéressée pour louer la toiture pendant 20 ans. Sauf que le bail emphytéotique s'arrêtait dans 8 ans. Et donc, ce qui a été conseillé au GAEC et aux propriétaires, parce que vous avez compris que c'est la même personne, c'était de dire, eh bien, le GAEC n'a qu'à racheter le terrain support du bâtiment. Et dans ce cas-là, je deviens et propriétaire du sol et propriétaire du bâtiment, plus de problème. Sauf que fiscalement, juridiquement, il n'y a pas de problème, extinction du bail par confusion, ça n'a pas de difficulté. Sauf que fiscalement, l'administration, et particulièrement si c'est bien requalifié en bail à construction, mais même en bail emphytéotique, à mon avis, on serait dans la même situation. Fiscalement, c'est comme si on résiliait le bail. Et quand on résilie le bail, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un instant de raison, au niveau des impôts directs, on considère que le bâtiment qui a été construit par le locataire retourne gratuitement chez le propriétaire. Donc, le propriétaire est imposé sur la valeur du retour des constructions ou le prix de revient, selon qu'on en bail emphytéotique ou bail à construction, au titre des revenus fonciers. On était à moins de 30 ans, donc pas d'exonération même dans un bail à construction. Et ensuite, on considère que c'est comme si le bâtiment et le terrain, enfin le bâtiment, parce que le terrain a été acheté, repartait une seconde après dans le GAEC, mais comme une donation. Donc le GAEC, lorsque le bâtiment est sorti, puisque c'est sorti sans indemnité, il a constaté une moins-value, mais là, il reçoit un actif sans contrepartie, variation d'actifs net, taxation du GAEC à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Autant vous dire que la solution n'était pas évidemment celle-ci. Mais voilà, donc pour dire attention aussi ensuite à l'articulation et au traitement de ces différents contrats dans le temps. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que au niveau timing, on est un peu... Merci. Merci.